Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une, le Cameroun et l'Organisation internationale de la francophonie en parfaite symbiose. La secrétaire générale de la dite institution a été levée ce jour au rang de grand officier de l'ordre de la valeur par le président de la République. Michaël Jean a par la suite réitéré le soutien de l'institution qu'elle dirige dans la lutte que le Cameroun mène contre Boko Haram. Vol de bébé à l'hôpital de police à Yaoundé, le politique s'en mêle. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, exige la restitution sans délai du dit bébé à ses parents. Maurice Kamto estime qu'il y va de la crédibilité sécuritaire de notre pays. Il était face à la presse ce jour à Yaoundé. Et puis, gestion collective du droit d'auteur et droit voisin, peut-être la sortie de l'imbroglio qui existe dans la gestion dans cette gestion au Cameroun. Si l'on s'en tient aux actes que viennent de poser à Douala, Sambende et Ndédié Yango respectivement, PCA de la CMC et PCA de la SOCAM. Nous essayons de comprendre davantage dans la deuxième partie de ce journal. Et puis à l'étranger, cela fait un an, jour pour jour, qu'un peu plus de 200 jeunes élèves lycéennes ont été enlevés à Chibok, c'est au nord-est du Nigeria. Et depuis cette date, seule une cinquantaine de ces filles a pu échapper à Boko Haram. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie est donc rentrée dans le vif du sujet de sa visite officielle au Cameroun. Michaël Jean s'est rendu tout d'abord au ministère des Relations extérieures où il y a eu une séance de travail avec les membres du gouvernement, puis au Palais de l'Unité pour un déjeuner d'État. Retour sur la journée marathon de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie avec Joël Essengue et Guy Zogo. C'est tout en sourire que la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a entamé sa visite officielle au Cameroun par le ministère des Relations extérieures. Mais il ne fallait pas se fier à cette bonhomie car immédiatement derrière, Michaël Jean a fixé le cap qui annonçait que l'heure était au travail. Je n'aime jamais remettre à plus tard ce que nous pouvons faire et engager dès à présent. Donc que nous soyons tous réunis là, c'est extraordinaire. Voyez combien chaque personne, chaque femme, chaque homme dans cette salle apportera de ses idées. C'est donc à quoi devaient s'atteler les deux parties, le gouvernement camerounais représenté par près d'une dizaine de ministres et les collaborateurs de Michaël Jean au cours de cette séance de travail consacrée à l'examen des projets soumis par le Cameroun à l'Organisation internationale de la francophonie. Au bout de plus d'une heure d'échange, il en est sorti des résultats concrets. Et ici au Cameroun, l'exercice a été fait par le gouvernement d'identifier toutes les filières sur lesquelles le Cameroun espère voir la francophonie venir en accompagnement, en renforcement de capacité. Au sortir du ministère des Relations extérieures, Michaël Jean s'est rendu au Palais de l'Unité pour un déjeuner d'État avec Paul Biya. La suite de sa visite prévoit une conférence à l'Institut des Relations internationales du Cameroun, IRIC, la réception du titre de docteur honoris causa de l'Université de Yaoundé 1 et une conférence de presse. Eh bien, il faut dire à la suite de Guy Zogo qu'au cours de ce déjeuner d'État offert par le couple présidentiel à la secrétaire générale de l'OIF, le président de la République a parlé de l'ouverture justement de cette institution aux autres cultures. Je vous propose d'ailleurs un extrait de son discours. Je voudrais saluer à cet égard l'ouverture de plus en plus marquée de notre organisation aux pays appartenant à d'autres aires linguistiques et culturelles. Je pense aux ensembles arabophones, anglophones et lusophones. Nous nous félicitons de cette contribution de notre organisation à l'avènement de la civilisation de demain, la civilisation de l'universel. Michaël Jean, à son tour, a réitéré le soutien de l'institution qu'elle dirige à l'endroit du Cameroun dans la lutte contre Boko Haram. Je vous propose de l'écouter. Monsieur le Président, Mbono,
Monsieur le Président de la République, je viens aussi dire au peuple camerounais qu'il n'est pas seul. Je viens lui donner l'assurance de la solidarité agissante de notre organisation à l'égard d'un État membre qui subit sans faillir tour à tour et en même temps les répercussions des conflits régionaux de la Centrafrique, le terrorisme de Boko Haram et les effets pervers de l'insécurité maritime qui sévit dans le golfe de Guinée. Je voudrais vous assurer ici du soutien plein et entier de la francophonie dans ces moments si difficiles. Mais le Cameroun a compris très tôt et très vite la nécessité d'une implication directe de nos États membres aux actions de renforcement de capacité et de maintien de la paix, et celle d'une participation active aux différents séminaires de haut niveau de l'OIF sur la criminalité transnationale et la prévention des conflits. Eh bien, c'est depuis 1970 que le Cameroun et l'Organisation internationale de la francophonie entretiennent une relation qui suit son cours au gré des évolutions de cette institution. Eh bien, Joël Essengue et Guy Zogo, justement, reviennent sur quelques réalisations de la francophonie en faveur du Cameroun dans cet élément. 45 ans déjà que la coopération entre le Cameroun et l'Organisation internationale de la francophonie dure. C'est en 1970, à la naissance de l'Agence de coopération culturelle et technique, ACCT, l'ancêtre de l'Organisation internationale de la francophonie actuelle, que tout démarre. Dans différents domaines, dont ceux de l'éducation, de la formation, des sciences et techniques, de l'agriculture, de la communication, du droit, de l'environnement et de l'énergie, les échanges s'intensifient au fil du temps avec le Cameroun. Les fameuses conférences des ministres de l'Éducation nationale Confémen et les conférences des ministres de la Jeunesse et des Sports Conféges sont alors le cadre par excellence de cette coopération. L'association des universités partiellement ou entièrement de langue francophone OPELF joue aussi un rôle majeur. Un rôle que poursuit l'Agence universitaire de la francophonie, AUF, qui a remplacé l'OPELF depuis 1989 et dont un campus est basé au Cameroun. Celle-ci assure la création et l'animation de campus numériques et de centres d'accès à l'information à de nombreux campus francophones. Grâce à elle, plus de 100 Camerounais obtiennent des bourses de mobilité universitaires. Depuis 1995, avec le passage de l'ACCT à l'OIF, la francophonie a pris un virage politique. Dans ce cadre, le Cameroun bénéficie d'un accompagnement de son processus démocratique avec les observateurs de l'OIF qui sont généralement présents lors des scrutins. Reste la dimension économique qui est encore attendue, ce qui incline d'aucuns à croire qu'il y a là un énorme retard à rattraper par exemple sur le Commonwealth. De quoi continuer à façonner l'OIF pour qu'elle réponde aux attentes de ses membres au XXIe siècle. Tout autre chose à présent, lutte contre Boko Haram, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, organise une campagne de don du sang en faveur des soldats et des populations civiles victimes des exactions de Boko Haram à l'extrême nord du pays. Les concours de cette campagne, qui se déroule du 15 au 17 du mois en cours, ont été définis lors du point de presse, de la conférence de presse donnée par le leader de cette formation politique à Yaoundé. Le compte rendu de Aïk Sirine. Depuis l'avènement de la secte islamiste Boko Haram, les Camerounais manifestent leur solidarité envers les soldats qui combattent au front. De l'argent frais, mais aussi des dons en nature ont été collectés pour soutenir l'armée nationale. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, touché par le combat que mènent les soldats, apporte lui aussi sa contribution. Devant nos morts, nous nous inclinons humblement. Quant à nos blessés, nous avons le devoir impérieux de leur donner une chance de survivre à leurs blessures et une perspective d'avenir. Cette opération est spéciale en ce qu'elle se veut la matérialisation du soutien total de notre parti à nos vaillants soldats et l'expression de notre solidarité avec nos compatriotes victimes innocentes de cette guerre. Le soutien que le MRC apporte aux forces de défense consiste donc à donner du sang pour sauver la vie des soldats et même des populations civiles blessées pendant la guerre. Le faisant, le MRC réalise le pacte de solidarité qui est l'un des 5 piliers qui fondent son action politique. En prenant l'initiative de cette
campagne spéciale de don de sang. Le MRC veut convier tous les Camerounais de bonne volonté, sans discrimination aucune, à s'acquitter de ce devoir national en donnant ce que nous avons de plus précieux, un peu de notre sang, pour le sang de nos compatriotes versés par des barbares dépourvus de toute humanité. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun invite l'ensemble du peuple camerounais à poser ce geste républicain pour matérialiser son soutien à l'armée. La campagne de don de sang se déroule les 15, 16 et 17 avril 2015 dans 3 villes, à Maroua, à l'hôpital régional, à Douala, à l'hôpital Lakentini, et à Yaoundé, à l'hôpital central et à l'hôpital de la garnison militaire. Eh bien, au cours de cette conférence de presse, le leader du MRC a également revenu sur le sujet portant sur donc la disparition ou alors le bébé volé à l'hôpital de l'école de police de Yaoundé. Pour le professeur Maurice Kamto, cet enfant devrait être restitué sans délai à ses parents puisqu'il y va de la crédibilité sécuritaire de notre pays. Plus de précisions avec Élisée Bourba et Marcelin Ganson. Après le vol de leur bébé, le couple Kamgang commence à perdre espoir. Un désespoir que ne cautionne pas le professeur Maurice Kamto. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun exige que lumière soit faite sur cette autre histoire de vol de bébé, survenue cette fois dans un lieu supposé sécurisé. Je ne puis clore mon propos sans condamner de la manière la plus énergique le vol présumé d'un nouveau-né dans l'une des formations sanitaires supposées être parmi les plus sécurisées du pays, le centre hospitalier de l'école supérieure de police de Yaoundé, le dimanche 29 mars 2015. Il est impérieux que le fils d'Edith Viviane Douala soit retrouvé sans délai et les auteurs de cet enlèvement arrêtés et jugés. Pour le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'image de notre pays est déjà suffisamment traînée dans la boue pour qu'un autre scandale la ternisse davantage. Il y va de la crédibilité sécuritaire de notre pays pour ses citoyens et pour les étrangers qui veulent y venir, ainsi que de l'image internationale de notre cher et beau pays. Cette sortie du MRC intervient une semaine après l'expulsion de Judith Douala de l'hôpital de la police. Depuis lors, elle attend en vain la bonne nouvelle. Son enfant de sexe masculin, s'il est encore vivant, est toujours entre les mains de ses ravisseurs. On reparle encore dans ce journal de cet aéronef américain porté disparu au Cameroun depuis juin 2014 avec ses réunions qui se succèdent au village Eboko Bajo. C'est un village situé dans l'arrondissement de Tombel, département de Coupé-Manengumba, où des réunions se multiplient dont les autorités administratives et traditionnelles de ces départements se sont rendues sur les lieux du crash. Et elles disent attendre désormais le signal du gouvernement camerounais pour organiser l'évacuation de l'épave, mais également des restes du pilote. Une attente pleine d'anxiété, comme l'indique ce reportage de Derek Jator, Eric Martial Djoumou. Voici l'homme par qui la découverte a été possible. Eloboka Olivier était en pleine forêt d'Eboko Badjo à la recherche du Woum, cette écorce utilisée pour faciliter la fermentation du vin de palme. Il dit être arrivé à hauteur d'un arbre, a vu une partie de l'avion et par la suite le reste avec à son bord les restes du pilote américain. Il ira par la suite alerter ses deux amis, les frères Motia, que voici. Les deux vont croire à un mensonge avant de se rendre compte de la réalité des faits une fois à côté de l'épave. Depuis, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les autorités du département du Coupé-Manengumba ont multiplié dans le village les réunions, présidées par le préfet Anderson Keton Kongé. L'accès au site du crash
reste très filtré. C'est la grande alerte en attendant les instructions de Yaoundé, avec à ses côtés les États-Unis d'Amérique. Le chef du village estime que Eboko Badjo est prêt pour l'opération d'évacuation. Je pense que je suis en train de préparer pour recevoir tous les étrangers, tout le monde qui veut avoir, qui est concerné de cette idée qu'on a. De nombreux villageois comme lui pensent que le crash de l'avion de ce pilote américain dans la forêt d'Eboko Badjo est une bénédiction qui pourrait enfin lui permettre de prendre son envol en termes de développement. En quelque part, c'est la chance que nous, l'avion est tombé dans notre village, donc c'est la chance. Et sans vous mentir, le village a dépensé. Je dis, les autorités sont déjà arrivés ici, ils ont vu la route. De Cogné et Eboko Badjo, il n'y a pas la route. C'est pas facile d'arriver ici. Bon, il faut que l'État fasse quelque chose avant que les Américains arrivent ici. Pour arriver dans la forêt, là, il faut qu'on arrange la route au moins. Donc ce qu'on veut, si l'État veut nous aider, ils savent que nous aussi, on a une part de Camerounais. Je pense que ce qu'on va nous faire, c'est pour nous donner la route. Rappelons que selon les témoignages des villageois, quelques Américains, 5 mois auparavant, avaient déjà sillonné Eboko Badjo à la recherche de l'épave. D'Eboko Badjo, nous parlons à présent de la pollution maritime au village Boadibo. C'est dans l'arrondissement de Dibombari où les autorités traditionnelles et les responsables du service vétérinaire de cette localité viennent de saisir un important stock de 64 kg de poissons empoisonnés. L'œuvre est des pêcheurs véreux qui se servent des produits chimiques pour effectuer leur sale besogne. Plus de précisions avec Jean-Paul Yango et Julingue. 64 kg de poissons empoisonnés tués à l'aide de la gamaline, produit chimique très convoité par les pêcheurs du fleuve Mungo. L'image choque plus d'un. Pourtant, c'est un phénomène qui sévit ici, au village de Boadibo, arrondissement de Dibombari. Des riverains mécontents témoignent que cela fait plusieurs années qu'ils font face à cette situation. Des individus sans foi ni loi, se faisant passer pour des pêcheurs de la zone, déversent des substances toxiques dans le fleuve. Chaque fois quand je les trouve, ils me menacent parce que je leur dis de ne plus mettre les produits toxiques à l'eau. Toujours comme ça, cette fois-ci, ils m'ont menacé à mort. Moi, je me suis défendu jusqu'à mener leurs produits au village avec tous leurs bangas et leurs gamalines et les pirogues et les poissons qui étaient empoisonnés. L'altercation a permis de mettre la main sur un important stock de produits chimiques ainsi que des poissons impropres à la consommation. Parce que même poisson, quand on part vendre ça à Youpé, les gens ils sont malades. Les femmes avortent. La femme qui a la grossesse de 2 mois, elle voit seulement l'écoulement, sans se rendre compte qu'il a mangé le poisson empoisonné. Parce que l'acheteur de poissons de Youpé, là, qu'il fasse trop attention. Parce que c'est très très dangereux, parce qu'ils empoisonnent l'eau. Et ils vendent la nuit, ils vendent le poisson à Youpé là, dans la nuit. Les habitants désespérés ne savent plus à quel sens se vouer. Il faut qu'on protège l'eau. Il faut que le gouvernement vienne nous secours. Tous les jours, je suis à la pêche. Je me paye ma pirogue ici pour aller pêcher. Mais je vous jure qu'on est abandonné à nous-mêmes. L'eau d'ici n'a pas de contrôle. Il y a les Nigérians, il y a des Camerounais qui gâtent l'eau d'une manière vraiment qui n'est pas permise. Ces gens qui sont chargés de la pêche, qui viennent, qui cherchent une pirogue parce que tous les jours, on gâte les poissons dans l'eau. Dans le cadre de préserver la santé publique et l'environnement, la lutte contre la pêche à l'aide des produits chimiques s'intensifie au village de Boadibo, dans le Mungo. Toujours dans le sens de la préservation de notre santé, signalons ces 2 produits, ces 2 antipaludiques impropres à la consommation. Il s'agit notamment d'artéméter 20 grammes et de luméfatrine 120 grammes. L'information rendue publique par le ministre camerounais en charge de la santé précise que ces produits ont été falsifiés et mis en vente en Afrique. Les biologistes et pharmaciens approchés par nos reporters affirment que la consommation de ces molécules expose des usagers à des effets secondaires. C'est dans ce reportage de Séverin Touban et Flavien Valondongo. Des victimes du paludisme simple ont pris artéméter et luméfantrine comme médicaments pour se soigner.
Mais le résultat n'a pas été satisfaisant parce que ces molécules constituantes ont été falsifiées et donc impropres à la consommation. Ça vient de très loin, de l'Organisation mondiale de la santé, qui s'est rendu compte que ces produits pour le traitement du paludisme non compliqué en monothérapie provoquaient la résistance du principe actif chez les parasites. On a donc demandé, l'Organisation mondiale de la santé a donc demandé aux pays qui étaient concernés par le paludisme de retirer ces produits pour utiliser des combinaisons thérapeutiques antipaludéennes, ce qu'on appelle ACT. Constatant l'inefficacité de ces médicaments dans la guérison du paludisme, le patron de la santé publique au Cameroun met un terme à la commercialisation et la consommation de Artemether 20 mg et lumefantrine 120 mg. Généralement, pour une maladie comme le paludisme, qui est très présente, des médicaments qui peuvent être à la portée d'une grande partie de la population doivent être très contrôlés. Des biologistes émettent des réserves quant à la probabilité de la confusion entre les produits contrefaits et interdits et les autres gammes de produits de la même marque et dont les molécules sont destinées à la guérison d'autres pathologies que le paludisme. Ce ne sont pas toutes les combinaisons thérapeutiques à l'artémisinine qui sont indexées. Ce n'est pas toutes les molécules d'artéméter, lumefantrine qui sont indexées, mais des médicaments falsifiés, impropres à la consommation d'un laboratoire bien précis. Malgré l'interdiction, ces produits continueraient, selon des sources, à être commercialisés dans le marché noir. Les médicaments qui sont vendus dans la rue ou qui se retrouvent entre les mains de personnes inexpertes sont potentiellement dangereux. Parce que la santé du malade est importante pour moi. Dans le communiqué rendu public, le ministre de la Santé publique rappelle la nécessité d'acquérir les médicaments dans les pharmacies et des formations sanitaires agréées. La récurrence des incendies dans les espaces marchands, c'est le prochain sujet sur lequel nous nous penchons dans ce journal avec le cas du marché Mbopi qui présente des risques d'un brasier géant. Eh bien, il ne dispose d'aucune mesure de sécurité et prévention incendie. Les commerçants de cet espace marchand expriment d'ailleurs leur peur au moment où l'on note la récurrence des incendies, le plus récent étant celui déclaré au marché Congo de Douala. Voici quelques clichés de ce marché qui juxte la société camerounaise des dépôts pétroliers avec Mitterrand Dam et Oriol Choumi. Le marché Mbopi de Douala peut être comparé à un volcan qui sommeille. Ici, il n'existe aucune voie d'accès non encombrée. Son parking présente un piètre visage. La route principale qui le jouxte est embouteillée à toutes les heures de la journée, si bien que les conducteurs d'engins à deux roues privent très souvent les piétons du trottoir. Petit détour dans le marché, les images parlent d'elles-mêmes. Poteaux et installations électriques, absence de protection des fils aux conduits de lumière, toiles d'araignée, bâches, cartons et autres matières plastiques, Mbopi Market joue simplement avec le feu. Les installations sont là mauvaises, les câbles sont mauvaises, les gens ne payent pas les bons câbles, les gens installent n'importe comment et en désordre, c'est ça qui cause l'incendie. Si une personne a un compteur, il y aura au moins 7 ou 8 personnes qui vont chercher à ce câble, à prendre le courant chez lui. Putain, si chacun devait avoir son marché Dakar, chacun un compteur pour une boutique, ça devait être mieux. Bon, vous voyez par exemple, on a conçu ici, j'ai le haut et le bas, mais si vous allez en haut là, personne n'a un compteur, peut-être 2 personnes, parce que le compteur en bas ici doit utiliser celui en haut, et l'autre va chercher à prendre les autres voisins, ainsi de suite. Un marché qui, selon de nombreux vendeurs, s'apparente à une jungle. Chacun veut faire en étage, mais sans avoir un plan du marché. Bon, les Allemands n'ont pas de plan de marché. Si on pouvait continuer comme ceci pour avoir le plan de marché, ça pourrait donner. Parce que celui-là prend aujourd'hui, construit, l'autre vient après. On va aussi chercher à aller plus loin que l'autre. Et en ce moment, on n'a plus d'accès. Ici, entre 2 ou 3 pas, une halte s'impose. Obligatoire, les plus pressés dictent leur loi. Surtout sur des pistes comme celle à l'image. Ces vendeurs reconnaissent qu'en cas d'incendie, les sapeurs-pompiers auront tout le mal du monde à se déployer entre les commerces. Donc l'entrée principale du marché est complètement bouchée. Donc ça veut dire que si c'est chez moi ici actuellement, pour que la voiture arrive, on va essayer sûrement de casser d'autres gens. Dans un milieu emploie l'anarchie,
quelques précautions individuelles sont prises. Nous les commerçants, on s'est entendu que chaque soir en rentrant, chacun doit faire l'effort de baisser les disjoncteurs avant de rentrer chez lui. C'est suffisant selon vous? C'est pas tellement suffisant. Face à cette situation, les pouvoirs publics ont sans doute le regard tourné ailleurs. Pourtant, le moindre brasier pourra réduire en cendres ce que beaucoup considèrent encore comme le plus grand marché de gros de l'Afrique centrale. Intéressons à présent à cet autre aspect qui représente un réel danger pour les usagers de la ville de Douala, c'est l'absence des badges d'identification dans les taxis. Eh bien, une situation qui favorise d'ailleurs des cas d'agression dans ces petites voitures jaunes. Eh bien, sur le terrain, syndicats et chauffeurs se rejettent la responsabilité. C'est le constat qui se dégage dans ce reportage de Georges Mitterrand-Dam et Flavien Valondongo. La majorité des taxis qui écument les artères de la capitale économique ne disposent pas des badges d'identification. Moi, je sais que le badge pour moi, ça n'a pas d'importance. Ah oui, ceux qui n'ont pas ce badge, c'est dur parce qu'actuellement, il n'y a plus de contrôle dehors. Des raisons qui favorisent l'insécurité des usagers dans ces véhicules jaunes. Oui, emprunter un taxi qui n'a pas de badge, ça participe du problème de sécurité. Il est important de connaître celui qui te conduit. Sur le plan sécuritaire, c'est pas bien. Souvent, on entre seulement, quand on dit taxi, on entre sans s'en rendre compte. Paradoxalement, certains chauffeurs ont eux aussi été souvent victimes d'agressions. Selon eux, la présence du badge d'identification ne protège que les passagers. Parce que le passager que je porte me connaît, je ne connais pas le passager. Étant au volant de ma voiture, on m'a agressé plusieurs fois. Je me suis plaint. On ne peut pas le découvrir. Demandez à un syndicaliste combien de chauffeurs taxis sont enregistrés chez lui. Cet avis n'est pas partagé par des responsables des syndicats qui qualifient de laxistes ces chauffeurs qui refusent d'accrocher leur badge dans les taxis. Je ne sais pas pourquoi ils trichent. Ils s'exposent pour rien. Ils exposent même les passagers qui transportent. Le badge, c'est pour la sécurité des passagers et même du conducteur. Parce que tu n'es pas d'une corporation, tu t'y mets, tu fais le désordre n'importe comment. Qui est responsable de la sécurité? Ce n'est pas les syndicats, ce sont les autorités administratives qui ont arrêté les contrôles. C'est pour ça que je les dénonce, c'est eux. Pourtant, cette absence de tracasserie policière fait l'affaire des usagers qui n'ont plus à subir de longues minutes d'attente lors des contrôles. Pour eux, la seule responsabilité de ce non-usage des badges d'identification relève de l'irresponsabilité des chauffeurs de taxi. En culture, disons qu'on est bien loin de la sortie de crise en ce qui concerne donc la gestion collective des droits d'auteur au Cameroun. Eh bien, il faut dire que la querelle remonte à bien des années lors de la mise en liquidation de la Socinada. Intrigues, coups bas, malversations et autres reversements ont toujours été au menu de la longue marche visant un assainissement définitif dans ce secteur d'activité au Cameroun. L'évocation de Sam Severango. Comprendre la crise du droit d'auteur des artistes musiciens camerounais exige de re-questionner le contexte de la presse au Sinada. La défunte société mise en liquidation et dont certains gestionnaires de l'époque, Vincent Diboti, Roméo Doumbé-Dika et autres Esso et Somba, n'ont jamais vraiment pu rendre compte de leur gestion désastreuse. Quand arrive l'ère de la Cameroun Music Corporation, après les tentatives manquées de la SOCIM avec Sam Bende, Grace Deka, Enyango, Guilobé, Bendeka, Govinal Ndinga et Somba et bien d'autres, et puis de la Socadrome initiée par Ekambi Briand, Tom Yoms, Beko Sade, on pense qu'avec l'avènement de Manu Dibango, suite à la mise en place de la loi Oyono, les choses vont désormais bien se dérouler. Les turbulences refont surface et la CMC version Sambende voit le jour. Mais ce sera à nouveau de courte durée, car comme les précédentes équipes, celle-ci va essuyer de nombreuses accusations en malversation financière qui aboutiront finalement à la création de la SOCAM sous l'instigation de Amatutu Mouna. Durant leurs 2 mandats successifs, Odile Ngaska et compagnie n'auront jamais le temps de bien asseoir leur politique, régulièrement interpellés sur le conflit en justice qui donne raison à la CMC par au moins 2 décisions prises par la Cour suprême du Cameroun. L'imbroglio se durcit et jamais véritablement le ministère de tutelle ici n'a démontré une réelle volonté de créer les conditions pour sortir de cette querelle. Amatutu Mouna pointé du doigt et qui cette fois encore appelle les protagonistes à la réconciliation.
Alors, pour combien de temps encore va-t-on faire durer cette danse et que peut-on définitivement attendre de ces artistes eux-mêmes qui sont très souvent regroupés en rangs dispersés? Plus que jamais, le temps est venu de mettre de l'ordre dans cette activité. La musique camerounaise qui piétine sur la scène nationale, certains acteurs ici préférant s'illustrer par des batailles vaines par médias interposés. Le public, lui, attendra que lui soit servi de belles chansons, mais c'est aussi de la responsabilité des pouvoirs publics de veiller à ce que son univers culturel soit prospère et dynamique. Quant à la question très particulière du droit d'auteur, il reviendra aux professionnels de la musique de savoir choisir finalement la bonne direction. Peut-être aussi avec l'aide des différents syndicats et associations qui existent dans le milieu. Eh bien, ce constat fait par Sam Severango arrive au moment où deux grands noms de la musique camerounaise décident de s'asseoir ensemble et de repartir sur le droit chemin dans le cadre de la gestion de ces droits d'auteur. L'une de ces grandes artistes, de ces grandes voix de la musique camerounaise est l'invité de ce journal. Mais avant, on parle de ces lycéennes de Chibok qui ne sont pas toujours de retour. Un an après leur enlèvement, et ce malgré la vaste campagne de mobilisation autour de Bring Back Our Girls, eh bien, il faut dire que sur les 276 jeunes filles enlevées par la secte islamiste Boko Haram, seules 57 ont pu s'échapper. L'évocation de Serge alors. L'histoire des 219 lycéennes de Chibok entame son deuxième épisode. Un an après leur enlèvement par les hommes de Boubacar Chekaou, la communauté internationale reste étrangement silencieuse. Un silence qu'une certaine opinion n'a pas hésité à qualifier de complice. Le 10 mai 2014, alors que l'émotion de l'enlèvement reste vive, Michelle Obama, l'épouse de l'homme le plus puissant de la planète, se joint au mouvement de pression Bring Back Our Girls pour la libération des jeunes lycéennes. Une vaste campagne de sensibilisation à travers les réseaux sociaux. Michelle Obama appelait ainsi à prier pour le retour sain et sauf des lycéennes. Au même moment, François Hollande se contentait, au nom du peuple français, de qualifier de crime abject l'acte de Boko Haram. Le drame des 276 lycéennes aurait pu être évité si l'armée nigériane s'était montrée un peu plus coopérative. Selon Amnesty International, les forces de l'ordre nigérianes n'ont pas réagi aux avertissements de la possible attaque armée de Boko Haram contre le pensionnat du lycée de Chibok. Ces filles, nous apprenait Aboubacar Chekaou, ont été transformées en esclaves après leur capture et ont par la suite été mariées de force à des islamistes Fulani ou Kanouri. Les familles des victimes continuent de se mobiliser autour du mouvement Bring Back Our Girls. Ces derniers jours, le collectif multiplie les veillées silencieuses dans les principales villes du pays pour faire pression afin que les recherches se poursuivent. Un an après cet enlèvement, rien n'a véritablement changé si ce n'est au sommet de l'exécutif nigérian. Les familles des victimes font de réels espoirs sur Mohamedou Bouhari. Eh bien, voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. Dans quelques poussières de secondes seulement, nous allons essayer de voir clair dans la gestion des droits d'auteur et voix voisins au Cameroun avec notre invité. A tout de suite. C'est le président du conseil d'administration de la CMC qui est l'invité du 20h. Sam Bende, bonsoir. Bonsoir. Alors, pas plus tard qu'il y a un jour, vous vous êtes retrouvé dans la ville de Douala en compagnie de grands noms de la musique camerounaise et en même temps PCA de la SOCAM pour parler d'une même voix dans le cadre de la gestion des droits d'auteur au Cameroun. Cela fait quand même 8 ans que la bruit dure. Est-ce qu'on peut dire que l'attente n'a pas été quand même très longue là pour ce rapprochement? Mais permettez-moi d'abord de vous dire que ce n'est pas Dédé Yango et moi-même qui sommes les initiateurs de ce que vous appelez rapprochement. Il s'agit de 22 associations d'artistes, musiciens, auteurs, compositeurs du Cameroun qui ont demandé, qui sont rapprochés de nos deux sociétés pour obtenir un rapprochement. J'avoue que moi-même j'ai été surpris parce que je suis à l'étranger, comme vous le savez. Monsieur Angoula, qui est le vice-président de la Cameroun Music Corporation, que je remercie d'ailleurs d'avoir anticipé, s'est réuni avec M. Ndedi Eyango, plus la vice-présidente de la SOCAM, Mme Adeline Benkoum. Et ça, c'est déjà depuis le 15 mars, le 22 mars, on commençait un travail de rapprochement par la médiation de ces associations.
J'ai été surpris moi-même que, ben voilà, il y a un protocole qui a été signé. Et en tant que président du conseil d'administration, lorsque je suis à l'extérieur du pays, ben, les prérogatives reviennent à M. Angoula de gérer, de gérer les choses comme il faut un bon père de famille. Donc, il a pris celui de le faire et il a anticipé parce qu'on avait des bruits, des gens qui estimaient que ça commence effectivement à faire long. Il faut sortir de cette crise-là pour trouver des solutions durables. Même si la Cameroun Music Corporation et la SOCAM ne sont pas à l'origine de la crise. Parce qu'il faut le dire avec force. D'accord. Je me suis retrouvé hier avec M. Ndidi Yango pour faire un point de presse pour répondre à un appel favorable, pour répondre favorablement à l'appel lancé par la ministre. Alors ça signifie quoi? Vous dites tout à l'heure qu'il y a eu d'autres personnes qui sont à la base de cette rencontre, de cette sortie, Didier Yango et toi. 22 associations. Oui. Voilà, mais vous, on a plutôt l'impression que c'est plutôt la sortie de la ministre des Arts et de la Culture il y a quelques semaines dans la ville de Douala qui a plutôt suscité cette sortie. Oh que non, oh que non. En fait, la ministre, en réalité aujourd'hui, c'est parce que vous n'êtes pas dans les réseaux sociaux. Si peut-être vous avez regardé dans les réseaux sociaux, le protocole d'accord entre la Cameroun Music Corporation et le rapprochement avec la SOCAM a été signé le 22 mars 2015. Bien avant ça, il y a eu 1 semaine ou 2 semaines de travaux intenses entre les deux équipes. Mais ce rapprochement, c'est quoi exactement? Ce rapprochement est une plateforme de concertation, de réflexion et d'un apport de solutions qui tient compte des aspects juridiques, financiers, comptables. Et ces propositions seront évidemment soumises à une assemblée générale extraordinaire lorsque les deux sociétés auront respecté au moins la légalité. Parce qu'il faut le dire avec force, l'article 75 alinéa 2 de la loi précise qu'il faut absolument une seule société pour gérer les droits. Alors, et c'est ouvert, ce n'est pas fermé. C'est-à-dire que c'est ouvert à tous les artistes, à tous les acteurs culturels, à tous les acteurs du Cameroun. Ce n'est pas inclusif, c'est pour la sortie définitive de la crise. Alors, Sambene, qu'est-ce que Didier Yango et toi proposer concrètement, parce qu'on a l'impression d'entendre tout ce qui a été dit, notamment avec ce qu'il y a eu comme la mise sur pied du comité de normalisation, des comités ad hoc, et on a l'impression d'entendre le même son de cloche. Qu'est-ce qui va véritablement être ce déclic pour que les artistes et musiciens puissent véritablement bénéficier de leur dû au Cameroun? Qu'est-ce que vous leur proposez concrètement? En réalité, le problème n'est pas de leur proposer quoi que ce soit. La gestion collective du Cameroun est dans l'impasse en ce qui me concerne, en ce qui concerne mon expertise. Vous pourrez aller sur Internet. Depuis 2004, je n'ai pas arrêté de faire des propositions. Ici, si je commence, on va en faire 2 heures d'émission. Mais, de prime abord, je peux vous dire que le rapprochement de la Cameroun Music Corporation et la SOCAM rentre d'abord dans la normalité. Il y a un problème de légitimité et de légalité. M. Ndidi Yango a gagné des élections. Et avant lui, Mme Gaska a gagné les élections 2 fois. J'en ai gagné 2 fois. Donc, nous sommes légitimes. Parce que nous avons des mandats. Donc, il est normal que, en réalité, qu'on s'asseye pour trouver des solutions, pour régler d'abord le problème de la normalité qui se posait. Nous n'avons pas, la Cameroun Music Corporation n'a pas été à l'origine de la création de la SOCAM. M. Ndidi Yango non plus. Donc, maintenant, il faut respecter le droit. Il y a eu un chef d'État, son Excellence Biya, qui a promulgué une loi. Et le Premier ministre a décrété. On ne peut pas avoir 2 sociétés. Ça, c'est la première des choses. D'accord. Bon, alors cette crise-là, qui a créé, les questions qu'on se pose, qui a créé la SOCAM? Et comment allons-nous régler ça? Dès qu'on aura réglé cela, à ce moment-là, nous allons tenir compte du fait que dans la concertation, nous voulons une concertation franche. Sauf que... Et la proposition qu'on fait, c'est d'abord, ça aurait pu être les états généraux, ça aurait pu être tout ce qu'on veut. Mais là, il fallait d'abord un rapprochement pour une plateforme que nous puissions discuter pour la sortie des crises. Nous devons tenir compte des aspects, je vous ai dit, juridiques, administratifs, financiers et comptables, pour le choix de l'une ou l'autre société et que tout le monde se retrouve dans cette société-là. Oui, Sambene, sauf que quand même, quand on regarde un peu, on fait un peu un flashback, on se rend compte que ce n'est pas la première fois que vous êtes à la tête d'une telle initiative. On se rappelle déjà de la SOCIM, c'était en 2003, du côté où vous avez mis à la tête de cette structure qui était PCA Grâce des Cas, était élu à la PCA de la SOCIM, ça n'a pas marché. Il y a eu schisme, c'est vrai, mais allez toujours, c'est pour ça qu'on dit, il faut la vérité. Moi, je ne suis pas venu sur votre plateau pour lancer le probe à qui que ce soit. Grâce des Cas a été élu brillamment
PCA de la SOCIM, avec des gens comme Didi Yango d'ailleurs, dans la mouvance. Ce n'est pas, grâce des cas, ce n'est pas Sam Mende qui ont créé le schisme. Il y a eu schisme, les mêmes personnes ont créé la Socadrome. On s'est retrouvé dans une situation où le bon père de famille, son excellence le prof, a dit, bon ok, alors on ne peut avoir qu'une seule société, je ne donne l'agrément ni à l'un ni à l'autre. Allez, réunissez-vous. Ils se sont réunis en concertation et ont créé la CMC. Je n'en suis pas le fondateur. Bon, donc maintenant si vous me dites que ce n'est pas la première fois, cette fois-ci, il y a nuance. Je dis bien, il y a une grosse nuance. La nuance, c'est que ce ne sont pas les artistes eux-mêmes qui ont créé la SOCAM. Ce n'est pas les artistes qui ont créé le schisme. Donc il faudrait en ce moment-ci qu'on ne jette plus. Le passé est le passé. Vous savez, je peux me considérer comme victime ici aujourd'hui. Nous avons sur 12 décisions de justice, sur 12 recours de justice, on a au moins 9. Mais le Cameroun est un pays de consensus. La ministre a lancé un appel, c'est ça l'important. Un appel où je dis, la porte était déjà entrouverte. En fait, elle essaye d'enfoncer une porte qui est entrouverte. Elle avait déjà trouvé un mouvement qui est celui de réunir tous les acteurs autour d'une table pour que la vérité sorte comme dans un état de droit, qu'on tienne compte des décisions de justice, qu'on tienne compte de tous les arguments. Alors, écoutez, je vais vous dire, il y en a qui veulent même, qui disent aujourd'hui, il faut ni CMC, ni SOCAM, il faut créer une troisième voie. Mais qu'ils viennent discuter avec ceux qui ont la légitimité et la légalité. Alors, où est-ce que vous mettez le ministère des Arts et de la Culture, qui est quand même la tutelle, dans cette réconciliation, retour à la paix de tous les artistes que vous prônez? Il y a nuance. Il n'y a pas de réconciliation. D'abord, pour vous dire, parce qu'il ne faut pas que l'opinion soit troublée. Monsieur Ndedi Eyango et moi, nous sommes amis et frères. Quand je quitte la Belgique pour aller en vacances aux États-Unis, je suis chez Ndedi Eyango, je mange chez Ndedi Eyango et je fais des courses avec lui. Sauf donc, que vous parlez quand même d'une cause qui ne se limite pas seulement au niveau de la camaraderie ou de l'amitié. Donc, Ndedi Eyango et moi ne sommes pas en problème. La SOCAM et la CMC n'ont pas eu de problème. La Cameroun Music Corporation a intenté des recours contre des décisions du ministère des Arts et de la Culture. Donc le fait que M. Ndedi Yango et moi on se retrouve, ça rentre dans la droite ligne de ce que la ministre veut. Elle veut un consensus, elle veut la paix, elle veut que les gens se réunissent autour d'une société pour donner un agrément ou alors pour remettre un agrément. Et bien c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc M. Ndedi Yango étant président légitime de la SOCAM, on ne peut pas le nier. Je suis le président de la Cameroun Music Corporation, la société, comme il a dit lui-même, reconnue nationalement et internationalement. Nous essayons de trouver une voie pour que nous puissions d'abord rentrer dans la normalité. Il y a un chef d'État qui a promulgué les lois dans ce pays. Respectons ça d'abord. C'est-à-dire que vous acceptez la main tendue de la ministre des Arts. Exactement. C'est cette main tendue qui a été... Parce que pour l'instant, je ne comprends pas qu'il y ait un cliquetis de mailles, trop de bruit pour rien. Nous avons mis en place un rapprochement qui n'est pas la création d'une société, qui n'est pas encore une fusion, qui est une plateforme de réflexion en vue de retrouver la normalité dans la légalité. Donc nous devons respecter et les décisions de justice, et nous devons respecter en fait on doit tenir compte de tous les aspects juridiques, administratifs et financiers. Merci Sam Mende. On n'aura véritablement pas le temps de parcourir tous les angles. On retient simplement que tous les artistes musiciens ont décidé de commun accord, à travers votre initiative et celle de Ndedi Yango, de regarder vers la même direction pour la gestion de leurs droits. Dans le consensus, il est large. Même pour ceux qui veulent absolument créer une nouvelle société, je ne sais pas par quelle alchimie, il faudrait qu'ils viennent nous dire par quels moyens juridiques on va le faire. Merci Sam Mende, président du conseil d'administration de la CMC, d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Et d'ailleurs, demain, je vais rentrer en détail dans vos émissions. D'accord. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été en notre compagnie. C'est au bas de cette deuxième partie du journal que nous mettons un terme à cette édition d'information, tout en espérant que vous serez davantage nombreux demain lorsqu'il sera 20 h. Bonne soirée à toutes et à tous.